Notre invité dans ce numéro, c'est M. Kwet Bimweni. Il est médecin des hôpitaux. Docteur, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Fabien. Vous avez un parcours élogieux. Après vos études dans le Grand Kasaï, les études des humanités, comme on le disait à l'époque des Belges. Les humanités, vous êtes arrivé à Kinshasa, à l'université de Kinshasa pour la faculté de médecine. Bien sûr. Et là, c'est la GMPR, Ah oui. Jeunesse, du mouvement populaire de la Révolution. Vous avez parfaitement raison. On suivra un portrait beaucoup plus complet de votre parcours, mais ce n'est qu'une partie remise. Mais vous avez accepté de travailler, mais pour vous expatrier. Ah oui. Vous avez parfaitement raison. Oui. On en saura un peu plus sur vous dans ce portrait, mais bien avant, je dois dire que nous parlons d'un sujet très très important. On en a deux, on commence par le premier, mais le second sera d'une importance capitale pour les sociétés ou notre société. Beaucoup de gens vivent de changements dans le comportement des mamans, dans la maison ou dans les maisons, dans les couples, lorsque on a atteint la période de la ménopause. Comment anticiper les désagréments et tout ça, comment prévenir et gérer ça. C'est par moments des sujets qui secouent des couples, mais ce n'est pas le moment d'en parler aujourd'hui. Nous parlons des décès des femmes enceintes. Quelles sont les causes et quels remèdes? Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Fabien, pour m'avoir reçu sur ce plateau. C'est un honneur. Je suis convaincu que ceux qui nous suivent ce soir apprendront des choses. Pourquoi les décès des femmes enceintes? Nous sommes le produit de nos mamans. La maman est enceinte et doit donner la vie. Et puis, elle finit par mourir. Et pourquoi les mamans arrivent à mourir alors que c'est un état physiologique? Tomber enceinte, et ça fait la joie dans la famille, dans la communauté, dans la société, et dans un pays. Un pays est pays quand tu as des naissances. Un pays est pays quand tu as des femmes et des enfants. Et d'ailleurs, quand vous regardez les paramètres mondiaux qui peuvent vous permettre de voir si ces pays avancent mieux, on regarde d'abord la santé de la femme, de la mère, la santé des enfants. Combien de femmes dans votre pays tombent enceintes? Est-ce que ces grossesses arrivent à terme? Si oui, et comment sont les produits? Est-ce que les enfants sont bien nés? Et si oui, à une année, à 5 ans, tous ces paramètres font de votre nation un pays important, un pays sérieux. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on entend par le décès d'une femme enceinte? Mais alors, avant d'y arriver, justement, je voudrais que vous puissiez vous-même, vous êtes Congolais. Oui, mon cordon ombilical a été coupé, enterré dans ces pays. Comme vous avez dit, je viens du Grand Kasaï. Oui. Alors, vous avez des informations concernant cette situation dans notre pays? Sommes-nous sérieux sur ce plan au regard du tableau que vous venez de peindre, au regard du critérium auquel vous venez de faire allusion? C'est en tant que manager, les chiffres sont très importants pour moi. C'est des statistiques. Un manager qui ne manipule pas les chiffres, qui ne cherche pas à les interpréter, est en train de jeter de l'eau en dehors de son vase. J'ai tenté de voir, vérifier un peu si nous avons des statistiques. Nous en avons. Mais ce ne sont pas les nôtres. Ce sont les statistiques d'autres organisations ou des étrangers. Oui. Ce ne sont pas les nôtres. Et qui les manipulent par moment. C'est possible. C'est très possible. Ce qui est plus important, c'est que les fils de ces pays doivent avoir leurs statistiques. Quand vous les avez, et je peux même extrapoler,
Si vous ne connaissez pas le nombre de votre population, comment connaîtrez-vous le nombre de femmes enceintes? Et si vous en connaissez, c'est une grâce. Mais je suis sûr que chaque province, maintenant où je vous parle, je peux dire, est-ce que pouvez-vous me permettre d'appeler le ministre de la Santé de la ville de Kinshasa, lui poser la question, Monsieur le ministre provincial, depuis le mois de juin jusqu'à ce jour, combien de femmes enceintes avons-nous dans la ville de Kinshasa? Combien sont mortes? Dans quel hôpital il y a eu beaucoup de décès? Quelles sont les causes des décès? Et quelles sont les mesures que vous avez prises pour que cela ne se répète plus? Je pense que ça sera difficile. Évidemment, vous l'avez dit de manière, je crois, en utilisant des formules détournées, nous ne sommes pas encore à mesure de dire ce que nous connaissons dans ce secteur. Et vous étiez en train de nous ramener dans la définition des concepts d'essai des femmes enceintes. C'est une mort qui frappe une femme qui est enceinte pendant l'accouchement, après l'accouchement jusqu'à 42 jours, ce qui fait 6 semaines. Quand une femme a accouché et qu'elle meurt 10 jours plus tard, c'est un décès maternel. 20 jours plus tard, mais après 42 jours, ce n'est plus une mort maternelle. Donc, au-delà d'un mois, il est question d'une autre mort. Oui, au-delà de 6 semaines, 1 mois et demi. Alors, quelles sont les principales causes? Je crois que la situation n'est pas la même dans tous les pays, mais globalement, quelles sont les causes de la mort ou du décès des femmes enceintes? Les causes sont multiples, mais nous pouvons dire d'une manière succincte que vous avez des causes directes et des causes indirectes. Et puis vous avez ce que nous appelons la cause primaire. Qu'est-ce qui a fait que cette maman puisse nous quitter? De prime abord, une femme enceinte ne devrait pas mourir. Ne devrait pas mourir. Elle est venue pour donner la vie. Mais malheureusement, cela arrive. Dans des causes les plus connues, vous avez l'hypertension et ses complications. Vous avez l'hémorragie, qui est le saignement. Vous avez les infections. Vous avez les maladies, les complications médicales. Une maman qui a une pathologie cardiaque ou cardiopulmonaire, les poumons, peut succomber de la grossesse. Pourquoi? Elle était malade, elle avait un problème cardiaque. Elle vivait correctement, mais quand la grossesse vient, elle vient empirer la situation. Cela n'empêche qu'elle ne puisse pas survivre. C'est celui-ci qui l'a vu dès le départ de sa grossesse. Cela revient à ce que je disais. Dans tout ce que nous faisons, les facteurs humains très importants, très, très importants, qui voient les femmes enceintes, qui les examinent. Référons-nous ces femmes à temps ou en retard? Si une femme est enceinte qui a une complication connue, ce n'est plus une malade pour un niveau le plus bas. Lesquels? La clinique, par exemple. Cette femme ne devra plus aller à une clinique là-bas. Peut-elle aller dans un hôpital de référence? Oui. Mais non, ce n'est pas pour un mois, pour 2 semaines. C'est une malade pour un hôpital provincial. Là où il y a un gynécologue obstétricien, là où il y a un cardiologue, par exemple. Les deux combinés, en symbiose, peuvent prendre soin de cette femme. Elle pourra accoucher sans problème, avoir un enfant qui est en bonne santé. Et si vous ne le faites pas, vous la perdez. Et puis, avant que je ne termine, savez-vous que nous avons une situation de ce que nous appelons ici SIDA, les autres appellent HIV. Une femme qui est infectée, qui ne prend pas son traitement, avec la grossesse, la situation va aussi s'empirer. Si elle n'est pas sous traitement, vous avez beaucoup de chances de la perdre. Et heureusement que le WHO et certains gouvernements, même les nôtres ici au Congo, les médicaments sont disponibles pour traiter ces femmes, afin que leurs enfants aussi soient HIV négatifs quand ils sont nés. Vous nous amenez là dans le monde anglophone, dans certains termes auxquels vous faites allusion justement.
Vous avez quand même des informations, même si vous gardez le pied au pays, mais plus en Afrique du Sud. Est-ce que vous connaissez l'état de certaines formations hospitalières, surtout les hôpitaux publics? Je peux avoir une idée vague, mais de toutes les façons, je reviens à ce que les facteurs humains. Nous avons des critères pour déclarer que cette maternité, elle est capable de rendre service. D'abord, le nombre de votre staff. Combien d'accoucheuses avez-vous dans cet hôpital? Combien de médecins travaillent dans cet hôpital? Je parle de la maternité. Il ne faudrait pas qu'on ait un médecin qui travaille aux urgences. Et quand tu as un problème à la maternité, il court. La maternité doit avoir son propre médecin. Vous en avez combien? Est-ce que le service est couvert de 24 heures sur 7 ou c'est temporaire? Alors, j'ai parlé de la clinique, j'ai parlé des hôpitaux de référence, l'hôpital provincial, l'hôpital universitaire. Vous regardez un peu comment ça se suit. Qui doit travailler dans un hôpital provincial? Quel est son background? Quel est son niveau? Il a été formé par qui? Qui lui a donné cette expérience? Est-elle positive ou négative? On ne donne que ce qu'on a. Et d'ailleurs, pour les médecins, quand vous terminez, je vous donne l'exemple de l'Afrique du Sud. Les médecins stagiaires font 2 ans. Et on ajoute une année de médecine communale. Tu vas dans la communauté. Ils font 9 ans pour sortir médecin. C'est une recommandation de ce que nous appelons NCCMD, National Committee on Confidential Inquiries into Maternal Death. Le gouvernement sud-africain avait mis sur place une structure pour étudier tous les décès des femmes enceintes. Et nous avons constaté qu'il y a des médecins, après avoir fini, n'ont pas la compétence de faire de bonnes césariennes. Je vous ai parlé dans une des causes, l'hémorragie, les saignements. Il fait une césarienne, sort l'enfant, il ferme. 2 heures plus tard, on vous appelle, la femme a craché. Quand vous y allez, vous trouvez que l'abdomen est distendu. Il y a du sang à l'intérieur. Et quand on ouvre, on fait les post-mortem, l'autopsie, on trouve qu'il y a des endroits où on n'avait pas bien suturé. Vous n'avez pas, parmi les causes, énuméré les erreurs des médecins eux-mêmes. J'ai déjà assisté de manière sage et très prudente une discussion entre médecins. L'un ou l'une disait aux autres, une femme médecin, vous savez, nous venons de commettre une erreur grave. Tout à l'heure, dans la salle d'opération, cette mort, c'est pas une mort naturelle, c'est nous. Alors l'autre, non, mais c'est pas moi. L'autre se défend. Et ils étaient très abattus. Et j'ai écouté cette discussion et la femme dit, parmi de nombreux cas de mort, de décès dans les salles d'op, certains cas ont pour cause nous-mêmes. Est-ce que, honnêtement, elle a raison ou elle a tort dans ce qu'elle disait ce jour-là? Elle n'a pas totalement tort. Ce que je n'ai pas pu vous dire dès le commencement, nous appelons ça, est-ce la mort était-elle inévitable ou évitable? Nous ne sommes pas dans le cas d'une mort comme étant une fatalité. Oh oui. Mais je dis les erreurs que médecins, vous n'êtes pas devant un juge d'instruction, les médecins commettent dans les salles d'op ou dans leur cabinet, autres certains diagnostics, prescriptions médicales. Et ensuite, je reste dans le cas de femmes enceintes. Certaines erreurs sont fatales et Dieu n'y est pour rien, encore moins les sorciers de la famille, la tante, l'oncle, et que sais-je encore, même les parents, entre guillemets. Oui, les erreurs existent. Les erreurs existent et ça arrive. Pour votre information, M. Fabien, si vous prenez les statistiques des décès maternels, vous regardez les causes, la cause primaire et la cause finale, nous trouvons que 50 à 60% des causes de décès maternels, il y a un élément qui manque, c'est la formation du corps médical.
C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de l'Afrique du Sud. On a augmenté le nombre d'années pour ceux qui font la médecine. 9 ans. 9 ans. Vous avez Chez nous, c'est 7 ans. 6 ans, oui. Je crois. Et c'est 9 ans. Vous avez 2 ans quand vous finissez, vous terminez le deuxième doc, vous faites 2 ans, vous êtes interne. 1 année de community service. Donc on vous prend comme médecin, on vous envoie dans un hôpital rural pour aller y travailler pendant toute 1 année. C'est maintenant quand vous sortez, on vous dit maintenant vous êtes un medical officer. Vous pouvez aller travailler. 9 ans. C'est à partir de nos rapports. Parce que moi, je suis membre de ces comités. J'étais nommé par le ministre de la Santé au niveau national, représentant la province du Nord-Ouest. Et nous avons dit, niet, les produits que nous sortons doivent nous donner la joie, pas le contraire. Mais qu'est-ce qui fait que les médecins venant de la RDC soient les plus réputés, compétents dans toute l'Afrique australe? J'étais au Mozambique, donc dans d'autres pays d'Afrique australe, en Afrique du Sud, mais la plupart des médecins dans les provinces, bon nombre, sont venus du Congo. Quelle est la particularité de ces médecins venus du Congo alors qu'ils ont 6 ans pratiquement par rapport à ceux qui font 9 ans? Vous me parlez de cette dernière décennie. Nous parlons d'il y a 30 il y a quand même, c'est une situation, la situation à laquelle je fais allusion, c'est moins de 10 ans que j'ai côtoyé quelques pays de l'Afrique australe. C'est la médecine, le secret de la médecine, ce n'est pas seulement passer les examens. C'est avoir la main. Si vous allez faire un test pour devenir un chauffeur, pour avoir votre permis, vous venez de l'auto-école, et vous passez l'examen, vous avez le permis, vous allez remarquer quand vous conduisez à 80 à l'heure, vous avez peur de cogner, parce que vous êtes encore débutant. 3 ans plus tard, vous allez conduire à 120 avec une seule main. C'est ça la médecine. Alors, nos compatriotes, je suis persuadé, sont plus plongés dans la pratique, ce qui est une bonne chose. Et quand même, moi, je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai trouvé mes confrères qui étaient là-bas. Leur conseil était, même quand vous n'êtes pas de garde, vous venez avec nous. Opérer ensemble. La praxis. Nous revenons au sujet. Oui. C'est terminé avec les causes des décès des femmes enceintes. Pour qu'on aborde l'aspect remède, vous étiez en train d'énumérer les causes justement aussi. Oui, je parlais de la formation. Voilà. Elle est très importante. Le capital humain. Formation continue ou la formation académique formelle? Formelle et continue. Nous appelons ça CPD. Donc, vous devez continuer à apprendre. La médecine change, elle évolue, il y a de nouveaux médicaments, il y a de nouvelles façons de faire des choses, vous devez apprendre. Je parle de la formation. C'est lié à quoi? Au corps médical. Et je donne les 40%, 20 à l'administration, 20 aux malades, par exemple. Les causes liées à une malade. Elle est enceinte, pendant 4 mois, 5 mois, elle n'a jamais été à une clinique. Pour éviter. Parce que les soins de santé ou l'accès aux soins de qualité, chez nous, ça demeure un luxe. Et ce luxe, vous savez que plusieurs formations médicales ou maternité, ou gynécologue, il faut les yeux de la tête, vous avez compris. Oui, mais toutefois. Et la bourse de certaines familles ne permettent pas de voir régulièrement des médecins spécialistes. Mais le gouvernement congolais actuel, Congo-Kinshasa, a offert par exemple aux femmes de la ville de Kinshasa la gratuité de la maternité. Moi, je pense que nous commençons quelque part. Ça, c'est la gratuité de la maternité. Mais avant la maternité, avant d'accoucher, on a la grossesse. Est-ce qu'on voit le médecin gratuitement? C'est les consultations prénatales. Les hôpitaux qui ont été choisis par le gouvernement, les mamans, ils vont gratuitement, selon ce que j'ai appris, jusqu'à l'accouchement et jusqu'à prendre soin des nouveaux-nés. Je crois jusqu'à, je ne sais pas à peu près si c'est 6 semaines. Ça, je ne me rappelle pas très bien. Pour les femmes enceintes, on prend soin d'elles. Je parlais de la femme elle-même. Et je parle de la société. La société doit prendre en charge que quand une femme ou une fille est enceinte, elle devient, c'est l'apanage de tout le monde. Du mari,
Si c'est du boyfriend ou du copain, ou de la tante ou du chef du village, ou de l'oncle. Une femme, normalement, quand elle rate ses règles, elle doit les consulter, si elle est enceinte ou pas. Et en les faisant, si nous avons notre logiciel, ici au pays, nous saurons par mois combien de femmes sont enceintes, dans toute la République. Et c'est possible. Et nous saurons combien ont avorté. Vous voyez un peu ça, Fabien? C'est pour dire qu'il n'y a rien. On ne cherche pas à inventer les wills. Ça existe. Et puis, elles nous enverront le message pour dire, je suis allé chez Fabien, je n'ai pas été bien traité. Il n'y avait pas de médicaments. Et d'ailleurs, vous versez l'argent à la fin de chaque mois qu'il voit des femmes enceintes. Et nous pouvons prendre des décisions en tant que, par exemple, la structure qui est en charge de la femme enceinte. J'ai parlé de consultation prénatale. Oui. Très, très important. Qui voit les femmes enceintes. Ce n'est pas tout médecin. C'est déjà dans les remèdes, justement. Oui, oui. Tout médecin généraliste peut-il voir des femmes enceintes? Oui. Mais a-t-il la passion de la gynéco-obstétrique? Combien de temps il a dû passer en gynéco-obstétrique, en maternité? Parce que vous trouverez un médecin généraliste qui a passé beaucoup de temps en maternité, il a la passion de la maternité. Vous voyez, Fabien, la profession, vous devez être passionné. Vous devez aimer ce que vous faites. Vous trouvez un médecin qui dit, moi j'aime la dermatologie, il n'aime pas autre chose. L'autre vous dit, moi j'aime la psychiatrie. C'est sa passion. Si vous le prenez, vous le mettez en maternité, vous avez créé le chaos. C'est là où vous avez à peu près 60% des erreurs. Même les infirmières, vous avez ce que vous appelez accoucheuses. Dans le monde anglophone, toute infirmière, avant de devenir infirmière, font aussi une partie pour accoucher. Mais quand elles terminent, elles font toute une année et deviennent complètement accoucheuses. Et 2 ans plus tard, elle va à l'université et devient spécialiste en accouchement. Vous voyez, quand vous donnez du boulot aux gens qui s'y mettent, qui connaissent, vous avez un bon résultat. N'amenez jamais votre voiture dans un garage où vous ne connaissez pas les mécaniciens ni les patrons. Pourquoi? Vous lui dites, ça c'est ma voiture, je l'ai amenée pour service, qui va la toucher? Il a quelle expérience? Quand est-il parti la dernière fois pour la formation? Si vous ne faites pas ça, on vous ferait les services de votre voiture. 2 semaines plus tard, vous avez une ligne rouge sur les tableaux de bord. Pourquoi? Parce que votre voiture a été touchée par la personne qui n'est pas bien formée. Les autres causes, l'administration. Qui gère l'hôpital? Qui est le médecin responsable de la maternité? Combien de personnel vous avez? Sous d'autres cieux, si vous avez une maternité où il y a 100 accouchements par mois, vous devez avoir 16 accoucheuses. 16, je vous dis 16. Pourquoi? Voilà ce que les gens oublient. Quand une femme enceinte arrive, elle est en travail par exemple, on dit mais elle a des petites douleurs, laissez, ça va venir. 2 heures plus tard, elle crie, venez l'enfant. Vous avez déjà pris des soins comme ça, les mamans qui vous disent, personne ne m'avait touché, l'enfant est sorti de lui-même. Combien de staff vous avez on duty qui prennent soin des femmes enceintes? J'ai parlé de l'hémorragie. Les femmes accouchent, commencent à saigner. C'est parce que vous n'avez pas de gens qui peuvent constater que combien de sang une femme enceinte, une femme qui a accouché, combien de cc de sang elle doit perdre. Comment quantifier cela avec vos yeux? Vous n'avez pas besoin d'une machine. Vous devez être formé pour ça. J'ai parlé de l'administration, les facteurs humains, la banque du sang. Comment pouvez-vous ouvrir un hôpital où on fait les accouchements, les césariennes, il n'y a pas de banque de sang? Quand une femme commence à saigner, on appelle son mari, son frère vient donner du sang. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. On dit, non, on va tester rapidement. Mais qui vous a appris? On doit faire des choses comme ça. Les ambulances, les transports. Quand une femme enceinte a des problèmes, qui la transporte? Son mari? Oui, ils ont une voiture, oui, c'est bien. Dans quelle position? On l'amène dans cette voiture. Et si elle parvenait à coucher dans la voiture? Non, on a des ambulances. Qui est ambulancier et qui l'a formé? C'est pourquoi nous parlons de ce que nous disons de l'autre côté, SMOI. Essential Steps in Managing Obstetric Emergency. Ce sont des étapes essentielles pour pouvoir prendre la prise en charge des femmes enceintes. Vous voyez, même l'ambulancier doit savoir comment prendre soin d'une femme enceinte.
Pendant les parcours, il pas couché. Et avec les embouteillages, Alors maintenant, vous devenu parlez des le embouteillages. quotidien ici, comment il va arriver à temps pour... Peut-être nous pouvons acheter des hélicoptères ambulanciers. Oui. Un hélicoptère qui prend une femme enceinte pour l'amener à l'hôpital. Et nous devons avoir des terrains où les hélicoptères doivent atterrir à l'hôpital. Ça se fait ailleurs, d'où je viens. Ça se fait ailleurs. Alors, j'ai parlé de l'administration, j'ai parlé des transports, j'ai parlé des ambulances, j'ai parlé de la banque du sang, j'ai parlé des médecins même, des accoucheuses elles-mêmes. C'est très important. Vous avez ça. Au final, la société, la politique du gouvernement, qui chapeaute, qui prend soin de ces départements et qui est directeur chargé des soins mères et enfants. Quelles sont vos statistiques? Combien de gens vous avez formés? Un directeur dans une formation hospitalière ou un directeur au niveau d'une direction du ministère de la Santé publique? Directeur national chargé des soins pour la maman et l'enfant. Il y en a, oui, oui. Tout un programme. Tout un programme. Et ce qui est bien, c'est que on est financé par les organismes internationaux qui viennent vous accompagner. Alors, retenez aussi, une maternité doit avoir une salle d'op à l'intérieur de la maternité. On ne doit pas pousser une femme enceinte d'un pavillon là-bas jusqu'en salle d'op. Non. Au sein de la maternité, il y a les salles d'accouchement. Et quand on décide, on dit on fait une césarienne, on la transporte. Et puis elle a accouché, elle est partie à la maison. Sous Dr. C, ce qui est vrai, c'est que 6 heures après l'accouchement, la femme peut aller à la maison. 6 heures. Quand nous on a grandi, on disait, maman peut rester 3 jours à l'hôpital. 5 jours même. On attend que les cordons tombent. Non, la médecine a évolué. L'obstétrique a évolué. 6 heures après l'accouchement, elle peut aller à la maison. On l'examine le bébé, ça va, vous partez. Maintenant, on chute, termine avec quelques remèdes, c'est très important. Vous avez 1 minute. Je commence à dire, réveillons-nous comme société. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous venons de nos mères. S'il n'y a pas de maman, il n'y a pas de société, il n'y a pas de nation. Et je pense que la santé maternelle doit être prise au sérieux, n'importe quel autre département. Et que ceux qui ont la possibilité, la vision de gérer ces départements, prennent cela en compte. Et quel est le budget que nous affectons pour ces départements? Très important. Formons nos médecins, nos accoucheuses, construisons de bons hôpitaux, mettons un bon staff, ayez de bons équipements. On ne peut pas avoir une maternité où il n'y a pas l'appareil d'échographie. C'est pas normal. On ne peut pas avoir une maternité où on n'a pas ce que nous appelons CTG, la machine qui va checker le cœur du bébé quand le bébé est encore dans les ventres de sa mère, pendant l'accouchement. Ainsi, on doit aussi avoir des médicaments qui sont bien pour la femme enceinte. Pour les faire, par exemple, éviter l'anémie. Parce qu'une femme enceinte qui ne mange pas bien, elle peut accoucher à mourir. À cause de quoi? Elle n'avait pas assez de sang. Elle accouche, elle perd le sang, elle est partie. Ainsi, Dieu viendra nous aider. Une nation se développe par le travail. Et puis, même la Bible dit, à la fois, il faut associer la science et la connaissance. Dieu n'est pas seulement là-bas dans mon lit, il sait aussi que nous sommes matériels, nous avons un corps. Il faut la connaissance pour développer dans certains domaines. Ça, c'est très important. Vous venez de prodiguer des sages conseils. Et le tout, je sens que ça se résume, quel que soit le niveau de la science, de la fortune, de ce qu'on peut faire. Si on n'a pas l'amour du Congo et des Congolais, c'est difficile. Une gageure pour arriver à ce que vous avez dit. Dans le débriefing, nous avons programmé après ce sujet, parler longuement sur comment prévenir le changement chez la maman qui atteint la ménopause et comment gérer les conséquences après, parce que ça secoue beaucoup de ménages, beaucoup de gens. L'ignorance aussi tue et ça aboutit peut-être, ça peut aboutir à des divorces. Et on a également prévu de nous parler, que vous puissiez nous parler de ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons détermine ce que nous sommes. Et dans la plupart des cas, nous mangeons la mort dans nos assiettes. Certaines pommes
conservés avec du formol, une alimentation qui n'est pas vérifiée est source de problèmes de santé. Un petit mot sur ça avant de dire au revoir. Sur les deux sujets sur lesquels on parlera. Ah oui, je parle encore de la maman. Savez-vous que si un homme ne respecte pas sa mère, il est maudit 3 fois plus quand il ne respecte pas son père. Savez-vous ça au moins? Nous sommes ce que nous sommes à cause de nos mères. Et dans la vie, elles vieillissent. Je dis, la joie, c'est qu'il y a encore leur maman vivante et leurs parents vivants. Si vous en avez encore, prenez soin d'eux, prenez soin d'elles. Sans elles, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais à l'âge avancé, après avoir donné la vie, une grande famille, une bonne société, papa très content, sa vie change. Les ovaires sont en train de se fermer, c'est-à-dire les robinets se ferment. Les hormones qui venaient des ovaires ne sont plus là et maman change. Et nous devons en parler. Et pendant ce temps qu'elle change, il y a même les comportements changent aussi. La beauté aussi disparaît. D'autres éléments s'y attachent. Est-ce les hommes sont-ils prêts à comprendre que mon épouse, la mère de mes enfants, est en train de changer? Et comment pourrais-je l'accompagner? Ça, c'est un élément très important. Vous savez, 60% de la population, elle est féminine. Vous voyez un peu ça? Alors, nous devons prendre soin de nos mamans. Ainsi, nous sommes ce que nous sommes par ce que nous consommons. Savez-vous que votre poids corporel, les corps que vous avez, 70% vient de l'eau. Donc, si vous ne consommez pas de l'eau régulièrement, mon frère, vous vous abîmez petit à petit. Vous vous détruisez? Oui, vous vous abîmez. Vous entrez dans l'abîme. Alors, vous dites combien? Je peux dire 2 à 3 litres par jour. Ça serait une bonne chose. Et surtout, dans un climat comme celui-ci, tropical et humide. Et pas boire la nuit. Retenez aussi un élément important, l'âge de la personne. Quand vous êtes jeune, quand vous êtes middle age, donc au milieu, et puis quand vous tendez vers les 50, 60 ans, vous n'êtes plus la même personne. C'est comme un véhicule. On voit, mais lorsqu'on est déjà à plus de 50 ans, on commence à avoir de moins en moins soif. Ouais. Oui, c'est les centres de soif, tout ça. Mais j'ai dit ceci, j'ai revu un exemple terre à terre. C'est comme un véhicule. Quand vous achetez, vous allez chez le concessionnaire, on vous donne un véhicule tout neuf, on vous dit jusqu'à 100 000 km, 100 000, 80 000, vous ne payez pas pour l'entretien. Vous amenez, la voiture dit, le véhicule dit non, 15 000 km, venez, on fait. Gratuitement, vous ne payez pas. Mais après 100 000, vous devez payer. Vous savez pourquoi? Les pièces se sont déjà abîmées, vous devez les remplacer. Très malins qu'ils sont. Et c'est comme l'assurance maladie. Quand vous êtes jeune, vous ne tombez pas tellement malade. C'est pourquoi votre assurance maladie coûte moins cher. C'est pourquoi une voiture qui est neuve, l'assurance coûte plus cher. Quand elle est vieille, elle coûte moins cher. Mais par contre, quand vous êtes malade, vous avancez en âge, vous payez plus parce que vous avez plusieurs pathologies qui vous guettent. Et en finir, je demande au maman, pour ne pas tomber enceinte et mourir, faites la prévention, la contraception. N'ayez pas de grossesse indésirable. Et je termine par là. Mais que le bon Dieu, c'est lui qui donne les connaissances, la sagesse aux gens. Le Congo existe parce qu'il y a des hommes et des femmes. Contraception, là, on pourra revenir. Beaucoup estiment que la méthode naturelle est la meilleure. Ah ouais. Les implants et autres, ça aurait des conséquences sur le plan de la santé, pour la santé elle-même des mamans. On pourra en parler encore davantage. C'est très important. J'ai retenu dans le briefing, ça, j'ai beaucoup retenu que l'autre nourriture ou les autres nourritures, c'est pour le corps, les fruits, c'est pour le cerveau. C'est ça la nourriture du cerveau. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Alors, on vous retient pendant que vous êtes encore au Congo pour les autres numéros. Vous avez compris que j'étais dans l'anticipation pour annoncer d'autres sujets, pour dire, si vous ne venez pas, les téléspectateurs auront des problèmes avec vous. Docteur Kouet Bimoigny, oui, bon, je suis Bimoigny, médecin des hôpitaux,
mais plus dans le monde de la maman et des bébés. Ah oui. Voilà. C'est ça ma passion. Ouais. Je suis membre d'ICST, District Clinical Specialist Team for Hops and Gain. Et puis, je suis maternel français, c'est donc quelqu'un qui s'occupe des enquêtes des décès. C'est ça, je suis enquêteur. Voilà. Et bon, quand les gens quittent ici, dès qu'ils mettent un peu d'anglais, vous comprenez, c'est terminé. À très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup.